Bonjour à tous et bienvenue dans cet avant-dernier épisode de The Pajama and the Cinecast dédié au cycle Fast and Furious. Ce soir, Furious 7. Cinecast 7. Furious 7. Moi, c'est Cotel. Moi, c'est Seb. Moi, c'est Océane. Et Noam, pour le retour. Ok, on commence par la fin et on parle de l'hommage à Paul Walker. Histoire de... Ouais, de crever l'abcès d'un coup. Ouais, très, très émouvant. Faut quand même reconnaître... j'en avais déjà entendu parler à l'époque. Pour une fois, personne n'avait vu le film avant. Ouais. C'était une première pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai pleuré. Ouais, oui, mais on a versé la petite larme quand même. c'est ça, c'est quand même bien foutu pour que tu te dises... Ouais, ok, y a un truc en plus que juste la fin d'un Fast and Furious classique où tout tu baignes dans une lumière ocre et où tout le monde est heureux mais un peu nostalgique. Là, c'est tout le monde est heureux et un peu nostalgique, sauf avec dans la un réalité. petit blabla sur la famille en C'est plus ça. qui colle assez bien du coup. Et qui fait hommage, ce serait bien, enfin, ce serait... je sais pas, parce que du coup, j'ai pas du tout... Généralement, quand je regarde des films actuels, je me retrouve pendant 2 semaines après à regarder des interviews des acteurs qui faisaient la promo ou ce genre de choses. Et je me demande s'il y a des trucs qui existent pour celui-là que je pourrais trouver. Et je verrais comment est-ce que Vin Diesel et Paul Walker s'entendaient avant, et du coup, à quel point est-ce que c'est aussi les acteurs qui rendent hommage à Paul Walker dans cette scène. Je pense qu'il y a ça, moi c'est Voilà, ça que je trouve émouvant. A priori, c'est... Oui, ils ont bossé ensemble genre pendant 7 plus de films. 10 ans, quoi, C'est ça. 7 films. Donc c'est, ouais, tu le vois souvent, Ouais. c'est des gens que tu connais bien, quoi. C'est peut-être pas tes meilleurs potes ni rien, mais c'est des gens avec qui t'es proche parce que, voilà, tu bosses avec eux. Personnellement, j'ai baigné dans la série depuis que je suis gamine parce que je voyais les Fast and Furious avec mon papa. Et pour moi, l'annonce de la mort de Paul Walker, ça a été vraiment triste. Et du coup, ouais, on a vu le cast à la télé qui rendait hommage à Paul Walker, etc. Et en fait, du coup, j'ai arrêté de regarder Fast and Furious au niveau du 7. Du coup, je l'avais jamais vu. Et c'est vrai que là, du coup, me reprendre dans la gueule un peu ce truc-là, c'était vraiment assez émouvant parce que c'est vrai que la saga, mine de rien, je pense que je suis pas la seule personne, mais ça m'a vraiment accompagnée, même si c'est pas la meilleure saga qui puisse accompagner une enfance et une adolescence. Mais c'est vraiment touchant, un peu cet hommage. Mais faut pas qu'on en parle trop parce que je vais me remettre à pleurer. Bon, passons à la suite. Un épisode réalisé par James Wan qui nous a offert très récemment Aquaman. Et quand même, on peut dire il est bon quand il s'agit de filmer l'action. Ah Oui. là, oui. Il y avait des plans qu'on n'avait jamais vus jusque-là, c'est-à-dire des plans qui suivent véritablement les mouvements des scènes d'action, que ce soit des scènes en voiture ou des combats. Des super chorégraphies baston aussi, hein. Il y a vraiment... C'est monté en level sur tous les niveaux de l'action. Il y avait des mini-boss qui s'y connaissaient, donc une actrice, une performeuse de MMA, Oui, et je crois avoir vu Tony Jaa, mais je suis pas entièrement sûr. Tonja qui est. Un héros de cinéma d'action asiatique de Thaïlande, si je ne me trompe pas. Qui était, qui avait joué dans plein de films en Asie, donc super connu. Et ça se voit, clairement, quand tu mets un spécialiste d'arts martiaux dans une scène, la scène limite, elle a tout de suite plus de gueule, quoi. Plutôt que de mettre Jean-Michel, acteur, dans une scène d'action, quoi. Comment il s'appelle la blague ne va pas tomber vu que j'ai pas eu les bons en tête. C'est pas grave. On coupera, on remettra ça au bout. C'est pas grave. Oui. Au niveau des nouvelles têtes, on a une nouvelle tête au casting qui est Nathalie Emmanuel qui joue qui est plus connue pour son rôle de Miss Sunday dans Game of Thrones, et là qui joue une hackeuse Ramsay, c'est rigolo pour ceux qui du coup ont vu Game of Thrones, et qui joue une hackeuse qui sert un peu de MacGuffin pendant tout le film, ça est le programme qu'elle a inventé, mais qui est quand même relativement intéressante pour le rôle qu'elle tient, dans le sens où elle subit beaucoup, on peut pas le nier, mais elle est assez lucide sur le fait de le subir et sur qu'est-ce qu'elle choisit de subir et pas subir, quoi. Et j'ai trouvé que c'était
pas trop mal, comme Non, un truc sur le personnage. Elle est plutôt bien amenée. Bah, il y a son sauvetage qui est assez badass et on se dit putain, mais tout ça pour ça, c'est juste une meuf qui a fait un programme. Non, au final, elle est assez intéressante pour qu'on se dise que ça valait la peine. C'est un peu pété le programme qu'elle a fait parce que c'est un programme qui s'appelle L'œil de Dieu et en fait qui a un programme de chasse, de piste qui est assez énorme. C'est comment dire, la surveillance généralisée globale réduite à une clé USB. Ouais, exactement. Tu la mets dans un ordinateur et tu es tout d'un coup capable de retrouver n'importe qui, n'importe où sur la planète. En quelques secondes et on Tony nous Jaa. gratifie. C'était bien Tony Jaa. C'était bien Tony Hey. Jaa, effectivement. Yes. Et on nous gratifie d'une petite remarque, genre, Et c'est Hong Bak, la série c'est ça, de la films saga. qu'il a, Pardon, qu'il on a te fait coupe en plein milieu qui de ton est débat. effectivement thaïlandais. C'est ça. Hey. pouce en l'air. Du coup, ouais. Et on nous gratifie à un moment donné à propos de ce logiciel d'une remarque vraiment super sympathique en nous disant ouais, si à la bonne époque ce logiciel avait existé, on aurait retrouvé Ben Laden en quelques secondes. Super les gars, merci. On n'aurait pas détruit 3 pays. Ouais, c'est ça. Parce que c'est évidemment, c'était ça le but. Hein. Ils ont détruit des pays pour avoir Ben Laden. Bien sûr. Et ce sont pas du tout les scapegoats. Allez voir Vice au cinéma s'il y a encore. Ça vous... Voilà. C'est de Adam McKay et c'est vachement bien, mais ça donne pas très envie d'être américain. C'était un hors-sujet, désolé. Au cast aussi, Jason Statham ferait son apparition après avoir été teasé dans la scène post-gen comme tout bon Cinematic Universe qui se mérite. Donc l'antagoniste principal, le boss des boss, et putain, il est cheaté. C'est clair, bordel. C'est un personnage, pour le coup, je trouve... Ce Fast and Furious là m'a fait penser à un jeu vidéo, genre de façon extrêmement... Enfin, il y avait un découpage en niveaux, avec vraiment tu dois récupérer Ramsay pour récupérer l'œil de Dieu, pour arriver à Shaw, mais Shaw, qui est le boss final du coup, se pointe quand même à la fin de chaque niveau pour faire l'antagonisme, pour faire le moment du boss du niveau, quoi. Et pour pas que t'avances trop vite. Et du coup, à chaque fois, Your Princess in Another Castle, et donc à chaque fois, Shaw s'enfuit, il a réussi à survivre, mais pas à tuer les héros, et du coup, scène suivante, on passe de l'Amérique latine au Moyen-Orient, enfin, c'est un bordel, mais c'est vachement bien, quoi. J'ai trouvé ça assez passionnant dans l'avancement du film, ce fait que ça escalade continuellement. C'est-à-dire que ouais, t'as une course-poursuite, t'as des bagnoles qui sont détruites dans tous les sens, et puis on lâche des bagnoles depuis un avion, et puis après, plus tard, on lâche une bagnole d'un immeuble à l'autre. Enfin, on le lâche pas, en fait, on traverse des vitres d'immeubles et on arrive dans un autre immeuble, puis on arrive encore dans un autre immeuble, et puis après, on détruit des parkings, il y a un drone qui poursuit. Enfin bref, ça escalade énormément. Et même s'il y a zéro truc plausible, franchement, mais t'as envie d'y croire tellement fort. Tout est si bien amené. Enfin, franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment bien réalisé et tout, que c'est top. Enfin, franchement, c'est top. C'est vachement plus clean en plus niveau image que les autres opus de la saga. Et ça donne vraiment, ça donne vraiment quelque chose de bien. On a un fort côté James Bond, Mission Impossible. Film d'espionnage international dans tous les sens, là encore beaucoup plus que dans les autres. Et il y a une scène où ils sont tous en costard, voilà, en tenue de soirée. En tenue de soirée, où il y a quelques... Ils s'infiltrent dans une soirée mondaine d'un prince. Et le truc qui fait que, pour moi, il y a un côté émotionnel qui se rajoute, parce que du coup, ça fait déjà 6 films qu'on a regardé avant, donc on a... on a un peu investi dans les personnages, donc ils ont une histoire, ils ont un truc. Et puis c'est un cast complet, c'est pas comme James Bond, le loup solitaire, où de toute façon dès qu'il essaye de se trouver une nana et de se ranger, elle va être tuée salement pour les besoins du plot. Ou comme Mission Impossible, où c'est... Je crois que je pardonnerai jamais, c'est Skyfall, non, c'est celui d'après, où le méchant c'est plus ou moins son frère adoptif qui fait « Ah, j'ai fait toutes les meufs de ta life parce que papa te préférait !»
Et c'est Spectre, je crois. Oui, c'est dans Spectre. Ouais, je crois. Meilleure scène d'intro de la vie. Cette scène pendant le jour des morts, en plein Mexico, en plan séquence, c'est la plus belle scène du film. Un générique tentacle porn et derrière. Donc mieux que la scène d'intro de Phase 7. 1000 fois mieux. Mieux que la scène d'intro de Phase 7. La scène d'intro de Phase 7, elle est pas mal. Super c'est badass. un plan séquence qui suit Jason Statham, du coup, parce que du coup, c'est le frère du méchant du précédent. Et il est là, au chevet de son frère à l'hôpital, et il fait oh là là, t'es mon frère, je t'ai toujours protégé, je t'ai toujours vengé, et je vais le refaire encore une fois. Et puis tu te rends compte que. Et il lui file un flingue, carrément une mitrailleuse, enfin voilà. Et tu te rends compte qu'il y a deux personnels soignants qui sont terrorisés dans un coin de la pièce, et il sort de l'hôpital en plan séquence. Voilà. Il sort de l'hôpital et il a détruit complètement tout l'hôpital avec. Pas tout l'hôpital, sauf la chambre de son frère a priori, mais avec tous des membres de forces spéciales X ou Y qui sont en train d'agoniser un peu partout, et ça nous présente le méchant, quoi. Ça nous montre effectivement, je crois que c'est la première fois où on nous montre Big Bad, on s'aperçoit que vraiment, ah ouais, lui ça va être le gros, et ensuite il expliquait, il était membre des Black Ops, tellement dangereux que quand on a voulu l'éliminer, personne n'a réussi. Ses motivations finalement sont pas très claires. À part venger son frère. Je vais venger mon frère. Et c'est un peu light en fait, parce qu'au final son frère, bon ok, il est salement, gravement brûlé, etc. Mais il est vivant, quoi. Mais d'ailleurs c'est pour ça que finalement il y en a d'autres des méchants. C'est-à-dire que tu te retrouves face à plusieurs autres antagonistes qui rendent du coup l'univers un peu plus vivant que juste. Il y a les gentils qui combattent les méchants à l'instant T, et t'as la personne qui du coup cherche, qui avait kidnappé Ramsay et qui essaye de la récupérer. T'as le passage donc C'est le prince jordanien, où t'as une scène où t'as une autre scène de baston, la traditionnelle scène de catfight, parce que dès que deux meufs se rencontrent dans un film d'action, elles doivent se battre forcément. Ouais, mais d'un côté ça évite d'avoir des mecs qui tabassent des nanas, et je préfère. Il y a pas on aura toujours quelque chose à reprocher. Ah, ces deux nanas, elles se tabassent. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que dans les films d'action, quand ils cognent les meufs, ça me fait jamais plaisir. Puis en même temps, c'est justifié là qu'elle se fight, tu vois, genre la meuf qui tabasse. Merde, c'est qui se fait tabasser ? C'est Letty. La meuf qui tabasse Letty, en fait, c'est juste la garde du corps du prince dans lequel ils sont infiltrés de la soirée, machin. C'est une garde du corps. Donc en fait, je trouve ça super justifié. Enfin, je trouve ça bien, quoi. Enfin, ouais, c'est cool. C'était vachement bien. Mais donc, enfin voilà, et globalement, à la fin, le dernier méchant à tomber, c'est quand même la personne qui a kidnappé Ramsay. Voilà, ils éliminent Shaw avant. Puis après, on a une scène où Shaw se fait mettre en prison, et on sait qu'on va encore le croiser plus tard, parce qu'il est trop fort et qu'il est trop pété, quoi. Et qu'il y a un film qui a été annoncé pour cet été. Oui. Accessoirement. Hobbs and Shaw. Ça veut dire ce que ça veut dire, quand même. C'est vrai. Ils vont soit se tabasser dessus tout le temps, soit faire équipe pour taper encore quelqu'un de plus méchant. J'ai pas vu les bandes annonces, et je vais essayer de pas les regarder. Pareil, ce serait bien d'avoir la surprise. Mais je pense que... Ouais, mais ils sont pas prêts, les gens qui vont voir ce film-là avec nous dans la salle. Déjà, faudra qu'on choisisse une séance le matin pour pas faire chier trop de monde. C'est ça, parce que nous, on hurle pendant ces films-là, c'est ouf, quoi. On est trop contents de les voir. Ah bah là, on a applaudi tout le temps. Il y avait tellement de scènes à applaudir. Oui. C'était... Mais non, mais... Puis même les phrases de... Ah, les phrases chocs. de The Rock, où on est au... The Rock, il parle en cliché. Il était en mode auto. Il est là pendant 3 scènes et demie. T'as rapporté la cavalerie, chérie. C'est moi la cavalerie. On n'a pas encore parlé de Kurt Russell qui vrai. pas longtemps, mais il a quand même son petit moment de badasserie. Et là, tu retrouves Snake Plissken. Vraiment, ça n'a pas duré assez longtemps en ce qui me concerne. Non, oui. Et mais c'était jouissif. Il s'en passe des trucs dans ce film, je l'avais oublié presque. Mais c'est incroyable, tu sais, ce moment où il enfile ses lunettes de soleil et tout le monde se dit putain mais on est dans le noir. Et en fait c'est des lunettes qui voient dans le noir. Waouh quoi. Et là il sort les guns. C'est incroyable. Et ça ne sert à rien, c'est-à-dire que tu refais le même film sans ce personnage-là. Le film c'est lui qui fonctionne. donne les fonds. Non, c'est lui qui donne les fonds, et pour une fois ça répond à la question.
putain, où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Parce que clairement, avec ce qu'ils dépensent, le braquage d'il y a 4 films, c'est bon. Ils l'ont les 100 tout millions, cramé. ils sont partis depuis Et longtemps. ça explique aussi pourquoi ils ont pas l'armée au cul, parce que c'est plus ou moins une opération secrète des États-Unis. Gouvernementale. Donc voilà, ça explique pourquoi ils vont pas être cramés et recherchés au début du suivant. C'est facile, mais bon. Mais c'est mieux que zéro raison. Et Kurt Russell. Moi, j'avoue. N'empêche, c'est des petits vendeurs de DVD de Los Angeles qui se retrouvent à être espèce d'agents secrets chelous juste parce qu'ils savent bien rouler en voiture. C'est pas mal. En fait, il y a des gens qui se sont mis autour d'une table entre le 3 et le 4, Je pense. sans doute, peut-être avant, et qui se sont dit... Eux, c'est des bons. Non, mais qui se sont dit, mais On a un truc. tout d'un coup, ils se sont dit, il y a un truc à faire de plus avec cette franchise. Alors que jusque-là, la franchise, c'était... c'était on se dirigeait plus vers du Die Hard avec des bagnoles que le 2, il y a quand même un petit côté film des années 80. Buddy Cop Movie. Ouais, buddy cop movie avec le 2, il y a ce petit côté là quoi. Et dans le 3, c'est encore un autre ton et tout ça, et en fait je sais pas si Le 4 et le 5, c'est des films de heist. c'est ça, mais je sais pas si c'est le fait que c'est les années 2000 et 2010 qui passant, c'est ce ton là qui a été décrété comme étant celui qui allait le plus fonctionner, le fait que Mission Impossible fonctionne toujours, le fait que peut-être même le MCU soit dedans et que du coup on fait des trucs qui ont l'air irréalistes mais avec des personnages plus intéressants et ce genre de choses. Enfin c'est intéressant de voir que de ce premier film qui correspond à la fois à tous les clichés que cette franchise a sur le dos et en même temps qui nous a beaucoup surpris parce que il n'y avait pas tant de Furious que ça dans le premier film par rapport à ce à quoi on s'attendait. Ah là, c'est le plus Furious. C'est ça, oui, celui-là c'est le plus Furious. Il s'appelle Furious 7, c'est pas pour rien. Voilà. Mais c'est très étrange comme évolution quoi, et on sent qu'elle n'a pas été complètement contrôlée depuis le début et ça la rend encore plus intéressante. Mais ça fonctionne, ouais. Néanmoins, je suis quand même contente que, grosse fan de voitures que je suis quand même très heureuse que les voitures restent quand même bien ancrées dans la saga. C'est des restas. Là, Genre- on a vu des bagnoles comme bagnoles jamais. de Il y avait des ouf. Lotus. Ouais. Elles étaient sublissimes. Et vraiment, je suis très contente que la bagnole garde une vraie place dans le film. Parce que franchement, on m'aurait sorti le même film, mais en faisant moins de plans sur les voitures, j'aurais pas été contente. Bah oui, c'est Moins leur marque satisfaite. c'est leur marque de Ça Ouais, reste c'est ça. une saga sur des voitures, donc Ouais. c'est clairement ça. C'est des courses-poursuites en voiture, même si autour de tout ça, ils ont construit tout un univers. Dans les cahiers des charges, je l'ai répété 10 fois ce soir, mais dans le cahier des charges de la mise en scène, à un moment donné, la voiture de Dominique doit faire jouer les suspensions et lever l'avant. Faut faire un wheeling en fait. C'est Il ça. faut faire un wheeling. Oui. C'est dans les cahiers des charges, à un moment donné, il doit le faire. Alors dans le 4, ils ont utilisé le poids du coffre pour pouvoir le justifier. C'est dans le 5 C'est dans le 5 le C'est dans le C'est 5, le c'est c'est dans dans le le pardon. 5, ouais. Mais bref, du coup, à chaque fois, ce serait rigolo de les mettre bout à bout et de voir dans quelles circonstances il le fait. De temps en temps, il le fait juste au début d'une course. Là, il le fait pour battre Shaw, carrément. C'est très malin d'ailleurs. Et Enfin, dans la mesure où c'est malin de se foncer droit oui. dessus pour faire un C'est face-à-face. complètement stupide. en même temps, ils ont survécu C'est une fois. viril. Ils ont survécu une fois, je crois qu'ils recommencent. C'est carrément les films qui sont là, genre, c'est des films de la mecs. virilité, ouais. Beaucoup de plans boutis. Finalement, Sur un temps très réduit. peu de séquences, mais ces séquences-là, c'est vraiment 100% bouti. Mais c'était plutôt satisfaisant. Franchement. Et puis c'était Ça surtout... répond au cahier des charges. Ouais. On en Exactement. revient là. Et, Mais pour ouais, le j'étais inquiète. coup, il y en a que ça- plus que dans les 2 ou 3 précédents. Clairement. Ouais, mais très très condensé. Mais très, très c'est condensé, vrai que après tu passes à autre chose. Après tu passes à Mission Impossible avec des bagnoles et des mecs baraques. Mais t'as vu des culs. Et ça, c'est cool. Du coup, il y en a pour tout le monde. Je vais être triste de voir la fin de la saga la semaine prochaine. Ouais. C'est clair. Enfin, c'est pas la fin de la saga parce qu'il y en a d'autres en préparation, Mais mais ça veut dire. de devoir commencer à attendre. Oui, voilà. Merde. Ça aurait été. Nous aussi, on aura le droit à notre petit mouvement épique. Vous voulez qu'on sorte les Corona?
Oh, mais oui. Je pense que même pour Fast and Furious, je suis pas prêt à boire une Corona. Ok, bon, bah on restera à la tourtelle. 2h10, c'est ça? Il dit ouais, 2h10, 2h20 avec le C'est générique. peut-être la première fois que je vais me plaindre du rythme, il n'y a pas assez de pauses. C'est les scènes d'action, elles durent vraiment 30 minutes d'affilée, c'est épuisant. C'est très très dense et C'est on ce a qu'on dû. retrouve, ouais, c'est ce qu'on retrouve dans Aquaman aussi, hein. La première grosse scène d'action, c'est avec le convoi. Justement pour Elle en finissait plus. Elle en finissait plus. Alors à chaque fois il y avait quelque chose de nouveau à voir et à chaque fois c'était en mode wow, ok, d'accord, ils ont fait ça, mais c'était long. Mais pour être honnête, on a fait une petite pause au milieu et c'était bienvenu parce que c'est vrai que on respire plus et puis tu sais plus où poser les yeux, il y a plus rien qui va, donc une petite pause c'était plutôt salutaire. Bah, c'est le même problème que ce qu'avait Aquaman en gros. En y Aquaman, repensant. c'était bizarre parce qu'il y avait quand même des Oui, ventres non, oui, mous quand il y avait des où pauses, tu te mais on se faisais faisait chier. chier. Mais ouais, dans l'ensemble, les Mais scènes d'action, elles c'était- étaient tellement intenses. Donc c'est Enfin, typique du réal quoi. Ça a l'air d'être. Je pense que c'est plus ouais, il est typique action-packed du cinéma d'action actuel. J'ai vu D'accord. Mais oui. de One machin, je crois. Et il a pas fait des films d'horreur, genre Insidious ou des trucs comme ça? Ils vont dans la civilisation des fonds. Je crois ils sont dans la fosse des Mariannes. C'est éclairé en rouge en fait parce que pour éloigner les créatures, ils utilisent une fusée de détresse. Et du coup, c'est tout comme ça, en ombre chinoise, en rouge. Ah ouais, il a fait des sauts, il a fait des trucs comme ça. Ouais, oui. Non, c'est magnifique. C'est vraiment, c'est la scène du film. Et il y a un octopus géant qui fait du tambour, comme dans La Petite Sirène, et ça c'est... Ouais, il a... Aquaman, c'était bien. C'était ridicule, mais c'était drôle. C'était pas bien, mais... Donc il y a ouais, le beaucoup cinéma de James créatures. Wan. Donc ouais. Pas mal. Il a fait effectivement beaucoup de films d'horreur. C'est ça. Il a fait La Nonne, il a fait des sauts, il a fait... Ah oui, du coup, ouais, je comprends la surenchère de l'action et les pas de pause, quoi. Genre, le mec, il est habitué à vouloir te couper le souffle, quoi. C'est pas mal. Là, ça fonctionne quand même un peu mieux Franchement, que dans Aquaman, donc je pense que ça dépend du scénario qu'on lui livre. Bien hein, sûr. Et du storyboard, du découpage peut-être. Je sais pas, parce que je sais pas si dans Aquaman, il y a un... Ah, le problème d'Aquaman, c'est qu'il y a 4 storylines différentes qui s'entrecoupent. Ils ont voulu tout mettre d'un coup parce qu'ils doivent pas vouloir faire de 2 ou je ne sais quoi. C'est trop. Bref, on parlait de Fast and Furious à la base. Ouais. Oui. Mais c'est juste que j'ai un peu fait le tour là, je crois. Je crois qu'on a Moi, fait plus ou moins le j'ai tour. dit On ce est que je ultra voulais hypé dire. pour le prochain, la semaine prochaine. Ouais, carrément. Voilà. Fate of the Furious. Fate of the Furious. Si, peut-être encore un mot sur The Rock, qui apparaît moins dans ce film que dans le précédent, et donc qui est presque là sur de la figuration dans ce film, Ouais, c'est presque Mais- un caméo. mais qui a une scène magnifique où il se lève et il dit qu'il doit aller au travail et que Il était à l'hôpital, il était à précisons. l'hôpital et il casse le plâtre de son bras de l'intérieur. Rien qu'en flex. Voilà. Et il enlève son plâtre et il est parti pour aller bosser après avoir fait un check à sa fille. C'est quand même plutôt C'est glorieux. badass. C'est glorieux. Et je pense que cette scène résume à quel point tous les protagonistes sont zéro chill dans le film et mais franchement c'est satisfaisant à C'est la bourrin. race. C'est bourrin et satisfaisant. Bourrin et satisfaisant, et c'est ainsi qu'on va conclure. Titre de ma sextape. Voilà. À la semaine prochaine pour le dernier épisode spécial de Fate of the Furious. The Pajam 8 of the Cinecast. The Fate of the Cinema, c'est ça? The truc comme ça. Fate of the Pajama. Un truc comme ça. Bref, adieu.